Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Laurie Constantin, communicatrice animalière. Bonjour Laurie. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à devenir communicatrice animalière ? Oui, alors c'est un long cheminement, mais donc à la base, je faisais du marketing. Je croyais que c'était mon rêve, je croyais que j'allais me développer là-dedans, que mes études avaient été faites dans ce sens, donc tout me faisait penser et croire que c'était la finalité des choses pour moi. Et petit à petit, à chaque fois au travail, je sentais qu'il y avait une voix intérieure qui voulait un peu plus crier, se faire entendre. Et en même temps, ça commençait un petit peu à se dégrader dans mon travail. J'étais pas autant épanouie qu'au début. Et j'ai fait appel à une communicatrice animalière pour un de mes chats, Dolly, qui était tombé malade à cette période, un peu quand moi aussi, j'allais pas vraiment bien. Et c'est là que, de fil en aiguille, j'ai vu qu'on pouvait apprendre à communiquer avec les animaux. J'ai pris des cours et après j'ai eu quelques demandes et puis ça a vraiment pris la place maintenant sur tout le reste et du coup je le fais à 100%. Alors en quoi ça consiste plus précisément la communication animale ? Comment ça fonctionne ? Alors je vais essayer d'expliquer ça de manière facile parce que c'est clair que c'est des ressentis, donc des fois c'est dur de mettre des mots sur ce qui se passe vraiment, mais donc en gros j'entre en méditation. J'appelle mon âme, qu'on peut appeler guide intérieur ou étincelle, en tout cas cette partie un peu d'intuition très forte qu'on a en nous. Et je vais essayer de taire mon mental pour laisser cette partie un peu divine, si on peut dire ça comme ça, prendre vraiment toute sa place en moi. Et ensuite, avec la photo que les personnes me donnent de leur animal, et les questions qu'ils me demandent pour l'animal, les réponses, elles arrivent petit à petit sous forme de ressenti, des fois d'images, des fois d'émotions, des fois physiquement, je ressens aussi des choses dans mon corps. Et en fait, mon travail, c'est un peu de faire cet intermédiaire et de me faire confiance pour, sans filtre, partager tout ce qui vient avec un animal. Donc ça prend généralement combien de temps et comment est-ce que tu fonctionnes ? Tu fais des retours par audio ? Oui. Alors en fait, ça prend 1 heure, une communication animale, plus ou moins. Hein. Pour chaque animal, ça peut être un peu différent. Mais moi, il me faut un peu de temps déjà pour me mettre dans cet état de conscience modifié. Donc j'entre d'abord moi-même en méditation et ensuite je pose toutes les questions à l'animal. Je reçois les réponses, j'essaye de les traduire en mots. Et donc de traduire les ressentis en mots. Et ensuite, à la fin, je fais un audio à peu près d'une dizaine de minutes où je retranscris tout ce qui est venu sans filtre. J'essaye surtout pas d'analyser ou de mentaliser ce qui s'est passé et je l'envoie par mail à la personne. J'aime bien travailler de cette manière parce que je sais qu'il y a des communicateurs qui font direct un retour à la personne quand elle est là, en live si on peut dire ça comme ça, mais je crois qu'on veut souvent analyser ce qu'on entend et tout de suite interpréter, et moi je veux pas du tout qu'il y ait de mental, donc je préfère être dans ma bulle. Recevoir tout ce qu'il y a à recevoir, l'envoyer à la personne et après c'est un peu la personne qui regarde comment ça vibre en elle, quand ça lui donne envie de pleurer, quand ça lui provoque de l'émotion. Donc je la laisse un peu s'imprégner de tout ça et ensuite les gens ils me font des retours qui sont souvent très vraiment plein d'émotions. Il y a des gens qui me disent qu'ils pleurent souvent en écoutant ces audios, qu'il y a des vérités qui se disent parce que les animaux c'est sûr qu'ils ont pas d'ego, ils ont pas de mental et ils savent de quoi on est capable et puis ils savent nous guider, quoi. Donc c'est des belles expériences. Alors, quelles questions on te pose généralement pour que tu entres en communication ? Quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent Alors, je crois que la question qu'on me pose vraiment le plus souvent, c'est « Est-ce que mon animal m'aime ?» c'est souvent ce qui vient en premier. Ensuite, il peut y avoir des choses vraiment très terre-à-terre. Est-ce que mon animal, il apprécie sa nourriture ? Est-ce qu'il apprécie son environnement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aime pas dans son quotidien, qu'il aimerait changer. Et ensuite, il y a des personnes qui me posent des questions un petit peu plus, un peu moins tangibles, comme par exemple, qu'est-ce que mon animal pense de telle ou telle personne ? Est-ce qu'il a des bons ressentis de cette personne ? Quel conseil il peut me donner pour mon travail, pour mon développement personnel ? Donc, il n'y a vraiment pas de limite. Hein. Il y a de tout. De toute façon, moi, je pose les questions. On peut toujours tout essayer, je veux dire, et après on regarde ce qui se passe, donc faut faire confiance.
Et donc du coup, en termes de communication, il n'y a pas de limite de distance, ça se fonctionne avec l'intention? Exactement, parce que c'est l'intuition. Moi, je pose l'intention d'être en contact de l'animal. Je demande à mon âme de venir. Donc non, géographiquement, il n'y a pas de limite. J'ai fait des communications avec des animaux qui étaient au Canada, en France, en Norvège, en Suisse. Enfin, il n'y a vraiment rien qui change. Et aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux en parler aussi, mais les communications avec les animaux défunts, il n'y a non plus pas de distance, si on peut dire ça, à ce niveau-là. D'accord. On part de l'idée où... tout est connecté, tout est un. Il y a aussi ce mot étincelle qui est dans mon nom, étincelle Laurie. Pour moi, c'est vraiment l'idée qui est à la base comme un grand tout, un grand feu, et qu'on vient tous incarner notre petite étincelle, mais qu'à la base, quand on se reconnecte à cette partie de nous divine, on peut être connecté à tout. Il n'y a pas de limite entre la vie, la mort, tout est un. Donc, il faut vraiment se faire confiance à ce niveau-là et capter ce qu'il y a à capter. Ça rejoint la vision de certains peuples racines, comme les Indiens d'Amérique ou d'autres peuples qui ont cette vision-là animiste et voir la vie en... Désolée, il y a Dolly qui veut participer au podcast. Elle vient toujours. Un Dolly. C'est top. Oui. Alors, est-ce que tu veux nous parler de tes animaux? De Dolly? Celle qui t'a initié à tout ça? Oui. Alors Dolly, donc c'est mon premier chat. Et quand moi j'étais au travail, donc dans le domaine du marketing, dans une multinationale, quand moi je commençais à dégrader un peu, à devenir un petit peu presque dépressive, voilà, je voyais une psychologue du travail à ce moment-là, mon chat Dolly est devenu malade. Et donc j'ai fait un traitement normal, si on peut dire ça, disons standard avec un vétérinaire. Et en plus de ça, j'ai découvert un peu par hasard la communication animale et j'ai demandé à une dame d'entrer en contact avec Dolly. Et un des messages qui m'a beaucoup perturbée, remis en question et touchée, c'était vraiment que Dolly venait dire qu'elle voyait que je tournais en rond, que ça allait pas, que j'étais beaucoup dans le mental, dans les peurs, dans les angoisses, que j'étais pas apaisée. Et pour moi, c'était vraiment un premier choc de réaliser que mon animal, que j'aimais, que j'adore, puisse être au courant de ce que je traverse. Et ça m'a fait de la peine aussi pour elle, parce qu'après, on comprend que tout est un petit peu lié. Quand on n'est pas bien, évidemment que les êtres autour de nous, humains, animaux, ils ressentent ça. Et c'est un peu des éponges, donc ça me faisait de la peine de voir qu'elle réalisait ça, que peut-être que sa maladie était un peu liée à moi. Il y a un peu de culpabilité, de peur, d'angoisse, et du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a plein de choses qui viennent un peu se mêler à cette expérience. Et c'est à partir de là que j'ai fait un cheminement de, je dirais, à peu près 2 ans pour reprendre ma responsabilité sur ma vie, réaliser que j'étais vraiment capable de faire ce que je voulais, que j'avais pas à subir comme une victime, mais que je pouvais imposer ce que je voulais vivre. Et c'est là que Dolly, elle a plus jamais été malade. Moi, je me sens en forme aussi. Je suis aussi moins malade, parce que j'étais souvent malade à cette époque-là. Et c'est pour un mieux-être, disons. Et c'est par elle, du coup, que tu as découvert la communication animale, et que, en fait, c'est elle un peu qui a éveillé ça, Dolly, à travers une communication où elle a dit clairement que j'allais pas bien. Et c'est là que ça m'a bluffée. Et du coup, j'ai pris des cours. J'avais pris quelques week-ends de cours quand j'ai découvert qu'on pouvait apprendre ça, qu'on avait tous ça en nous, en fait. À partir du moment où on est vivant, où on a une âme, un cœur, on peut apprendre à changer d'état de conscience, apprendre à méditer, à arriver à accéder un peu à ce silence intérieur pour faire la place pour l'intuition, pour des ressentis. Et ensuite, j'ai fait mon cheminement à côté de mon travail de marketing. C'était un peu une double vie assez drôle, parce que j'étais dans les open space la journée, puis tout d'un coup je recevais des appels ou des demandes d'urgence pour des chats, des chiens on me demandait de l'aide, et c'était un peu comme une bataille intérieure de ok, ça m'attire ce monde, mais comment je peux vivre ça alors que je suis toujours à la base avec des présentations PowerPoint, des Excel, avec des deadlines, des choses qui sont pas du tout dans les ressentis, dans la spiritualité. Et petit à petit, il y a eu toujours plus de demandes. Et ça m'a montré que je pouvais vraiment y croire, jusqu'à ce que je lâche vraiment ce domaine du marketing et que je puisse vivre maintenant de la communication animale. Donc, faut y croire, quoi. Quand on a cette intuition, cette voix intérieure qui veut grandir, faut lui donner le micro et dire « Ok, je te suis ». Et j'ai vraiment pu expérimenter ça, et c'est assez fort, quoi. C'est dingue.
Est-ce que tu aurais quelques conseils pour justement écouter mieux cette petite voix et écouter son intuition? Comment est-ce qu'on peut aiguiser ce sens-là et être mieux à l'écoute? Je pense qu'il faut d'abord être vraiment honnête avec soi-même, autant avec les choses négatives que les choses un peu plus positives qu'on vit. Moi, j'essayais beaucoup de me forcer de rentrer dans une case, j'essayais beaucoup de me forcer à apprécier un environnement que j'appréciais pas, hein, au final. Et ça, c'est déjà des signes. Si on n'est pas à l'aise là où on est, si on n'ose pas prendre notre place, c'est que cette place, elle est pas là pour nous. Il y en a une autre qui nous attend ailleurs. Donc, c'est vraiment, en fait, assez basique. Écouter ses envies et prendre confiance. Si on a envie d'aller quelque part, c'est pas qu'on est idéaliste, c'est pas qu'on est un peu utopique, c'est que vraiment il y a quelque chose qui nous appelle de ce côté-là et il faut se donner les moyens d'y croire et de creuser. Et à chaque fois que j'ai senti cette intuition qui me disait « mais va là, continue », j'essayais de taire le côté un peu logique qu'on a, mental, qui dit « mais non, mais personne n'a envie de la communication animale ». Ça, j'avais beaucoup de craintes. Même les communicateurs animaliers que je connais, il me disait non mais moi je suis là-dedans depuis 10 ans et je peux te dire que c'est galère, donc on peut pas s'y lancer si facilement. Donc on reçoit plein de commentaires comme ça évidemment, mais quand on est, alors moi c'est grâce à la méditation, mais ça peut être grâce à des promenades, ou quand vous êtes quand vous faites une activité qui vous procure cet état un peu de paix intérieure, de calme, de silence, là il y a une petite voix qui arrive et puis moi ça me disait mais oui, c'est fait pour toi, t'as pas à avoir peur, vas-y. Et j'ai réussi un peu convaincre mon mental qu'il faut qu'on fasse ensemble confiance à ce qui vient de plus loin. Donc voilà, je dirais comme conseil vraiment écouter ses envies et pas essayer de les comprendre et de les analyser, juste les suivre et regarder où ça vous mène. Et de toute façon, tout est qu'expérimentation. Souvent on se dit mais mon Dieu, si ça rate, si ça échoue, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire? Et ça, c'est pas l'amour, ça, c'est la crainte, c'est la peur. Donc il y a comme une balance, j'aime bien parler de balance entre l'amour et la peur, et puis décider consciemment. Là, je me sens pas bien, ça va pas dans ma vie, il y a quelque chose qui cloche, ou dans cette relation, ou dans mon travail. Ok, si je fais le bilan, l'amour me dit quoi? Est-ce que l'amour me dit continue, fonce, force, ou bien l'amour te dit non, pars, il y a quelque chose de plus facile qui t'attend ailleurs? Et la peur, qu'est-ce qu'elle te dit? La peur et l'ego qui disent il faut que tu ailles dans ce domaine du marketing parce que c'est bien pour ton CV, parce que c'est bien pour ce que les gens vont penser de toi, parce que c'est bien pour construire ta carrière, ton futur. Et je pense que quand on est dans un état un peu de silence, on arrive plus facilement à écouter ce qu'on doit ressentir, quoi. Et puis quand on s'observe, on peut différencier certains mécanismes qu'on a. Oui. J'aime bien regarder par exemple la différence entre l'idée et la pensée. Ouais. En fait que l'idée c'est souvent fulgurant, ça nous tombe dessus et puis tiens, et si je faisais ça ou ça ou ça. Et souvent quand on écoute plutôt l'idée que la pensée rationnelle qui nous dit ah en fait cette idée non, plus tard, pas maintenant, etc. Ben, souvent j'ai l'impression que l'idée, c'est là qu'elle amène quelque chose un peu de, disons, de surprenant dans notre quotidien et quelque chose qui va nous apporter quelque chose d'enrichissant pour nous. Et réussir à faire cette différence entre tiens, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est une pensée, qu'est-ce qui se passe en moi, et peut-être se positionner quand on a à faire un choix de se dire lequel je ressens le plus à l'intérieur de moi et se fixer par rapport à ça. C'est assez viscéral presque au final, on sent que ça vient d'ailleurs, que c'est une envie qui a toujours été là. Et on a beau, c'est comme aussi une marmite qui va exploser, on a beau mettre le couvercle, enfoncer le couvercle parce qu'on veut pas écouter cette voix intérieure, et elle va se faire entendre d'une manière ou d'une autre en fait. Et moi c'était par le début d'une dépression, il y en a ça va être d'autres biais, mais quand on n'est pas aligné, la vie essaye toujours de nous le faire comprendre, quoi. Donc est-ce qu'on veut être assez honnête pour voir que oui je suis pas heureux, oui il y a un problème, ou est-ce qu'on continue à forcer? Donc c'est intéressant de voir tout ça. Et toi, tu as toujours eu un lien avec les animaux depuis enfant, ou ça s'est tissé au fur et à mesure? Ça s'est passé comment? Est-ce que c'était déjà là depuis le début, ou est-ce que cette petite voix-là qui te parlait de ça, ou... Alors j'ai toujours aimé les animaux, mais déjà le mental reprenait le dessus, parce que je me disais mais tout le monde aime les animaux. En soi c'est assez humain, j'ai envie de dire. Mais oui, quand j'étais petite, je me souviens que j'avais vraiment une période où j'étais fanatique des fourmis. Je lisais tous les livres sur les fourmis, je les analysais, j'essayais de les comprendre. Et en fait, quand je me souviens de cette période, j'étais vraiment dans une bulle avec ce monde un peu végétal, animal. Et quand on m'appelait, c'est comme si j'étais déconnectée de la réalité. J'entendais même plus quand quelqu'un m'appelait, parce que c'était tellement nourri et riche cet environnement-là que je me fondais presque dans le décor avec les animaux, avec la montagne, la nature. Donc
voilà, c'est un peu le lien que j'ai eu. Après, bien sûr, je me souviens aussi que j'essayais de m'occuper, de soigner d'oiseaux qui étaient tombés du nid. Enfin, j'avais plein d'histoires comme ça. J'étais très attirée par les têtards. J'avais fait grandir des têtards. Enfin, voilà, oui, c'est toujours quelque chose qui m'attirait. J'ai aussi grandi avec un chien, donc... Mais pour moi, c'était un peu plus... et surtout comme la société veut nous le montrer, c'est un peu plus... je veux dire, le regard extérieur sur ça, c'est un peu... T'es dans la lune, t'es chou, c'est le monde des bisounours, et puis t'aimes bien les animaux, mais au final, non, faut croire qu'avec ce que je vis aujourd'hui, il faut croire que c'était plus fort que ça. Vu que ça a refait surface, cette partie-là. Quand tu communiques avec un animal, souvent, quels sont les messages qui reviennent le plus souvent sur les questions qui sont posées, mais souvent, est-ce qu'il y a des messages particuliers parce qu'en fait, on est dans une société où on a un lien très particulier avec les animaux. Il y a les animaux domestiques, il y a les animaux qu'on mange. Comment est-ce que tu vis aussi ce côté-là? Peut-être ma première question, comment est-ce que notre société qui maltraite beaucoup d'animaux pour notre consommation, quel est ton regard là-dessus et comment est-ce que tu vois tout ça? C'est très dur. Au début, j'avais un rejet vraiment un peu de cette partie de la société. Parce que c'est clair que quand on communique avec un animal, quand il nous laisse avoir accès à son être profond, c'est juste de la douleur. C'est horrible de réaliser qu'on fait partie des humains et que les humains, généralement, enfin, dans de nombreux cas, ils vont être contre les animaux, ils vont leur faire du mal, les tuer, l'élevage en masse, pas du tout les respecter. Donc je veux dire qu'au début de mon développement aussi personnel, je refusais cette partie de la société, j'étais vraiment en rage contre mes semblables. Et après, avec le temps, avec l'expérience, j'ai compris que pour accepter la vie, il faut l'accepter dans son entier, le côté positif comme le côté négatif, comme en soi en fait. Moi-même, j'ai accepté mon propre côté positif et négatif parce que tout est unité. Et voilà, j'ai alors arrêté, c'est clair, ma consommation de viande. Mais au début, j'étais très fâchée contre ceux qui ne le faisaient pas autour de moi. Et maintenant, j'accepte, mais je sais qu'au fond de moi, bien sûr, que je veux nourrir l'amour, que je veux nourrir... je veux aider les animaux, mais j'espère que grâce à mon travail, tous les gens qui me contactent pour faire des communications animales, ça réveille quelque chose aussi en eux, de se rendre compte, de réaliser que les animaux, ils ont des émotions, ils ont des ressentis. Et c'est des êtres conscients, en fait. Donc j'espère que grâce à ça, j'amène un peu ma pierre à l'édifice et que j'aide à éveiller aussi des consciences qui vont être touchées par ça et qui vont aller dans un sens où il y a plus de respect pour la vie de manière générale et les animaux en particulier. C'est vrai que quand on prend un peu de recul sur la situation et qu'on regarde les choses avec du recul, quand les animaux, ils ont aussi 5 sens comme nous, etc. Et finalement, au tout début, quand on fait des changements alimentaires, justement pour aller vers plus de paix, nourrir la paix, eh bien, on passe souvent par cette phase du convaincre et puis on essaie de montrer à tout le monde qu'on a raison et que c'est qu'on nous les détient meilleurs. quelque chose, oui, tout à fait. Jusqu'au jour où on prend conscience que en fait, ce qui marche le mieux souvent, c'est pas de convaincre quelqu'un, puisque si on peut convaincre quelqu'un d'autre pourra aussi le convaincre, alors que c'est plutôt par l'exemple, puis par montrer ce qui nous rend joyeux, ce qui nous anime, ce qui nous permet d'être en paix, et pour finalement ensuite inspirer les autres par contact, et puis dès qu'on sent qu'on est bien en face de nous, on a envie plutôt de faire pareil que de dire il faut que je fasse ci parce que... Je crois qu'il faut aussi être un peu égoïste dans le sens où s'occuper de soi avant tout. Plus on s'occupe de soi, plus on vient renforcer en soi cette croyance qu'on peut vivre avec les animaux, qu'on peut être conscient de certaines choses. Plus on travaille sur nous, plus je pense qu'on génère et qu'on vibre ça autour de nous, et plus ça va toucher aussi des gens parce que ça sonne juste, parce que c'est fait dans un équilibre, c'est pas fait avec du forcing. Donc voilà. C'est ça, c'est tout fait avec équilibre, et puis en même temps on se rend compte... Avec puissance aussi, parce que plus on est dans l'équilibre, plus on est dans le juste, plus ça sonne juste chez les et plus ça résonne chez les autres. Et plus ça risque de un peu... on plante une graine un peu plus profond que si on vient et qu'on dit « Ah, mais quoi, tu manges les animaux, mais est-ce que tu sais qu'en fait, ils ont des émotions? Est-ce que tu sais? Tu te rends compte ?» Et avec des documentaires chocs, au début, j'étais beaucoup là-dedans. Surtout, y en a tellement des documentaires avec des images horribles. Et au final, j'ai vraiment adopté une autre approche parce que j'ai compris que
plus moi je voulais choquer, plus moi-même en fait j'acceptais pas certaines parties de mon être, et maintenant que j'essaye de tout accueillir, tout accepter, je suis plus dans une justesse, et je pense que ça touche plus aussi les gens. Puis je fais confiance aussi à la vie, je fais confiance dans l'humanité, dans l'âme de chacun pour venir réveiller ce qu'il faut au moment juste. Je peux pas tout contrôler, j'ai pas d'emprise là-dessus, donc je fais juste ce qu'il y a de juste pour moi. Et je sais que ça fera ricochet s'il le faut, au moment où il le faut. Et puis c'est vrai que des fois on passe par les chocs, mais et en fait quand on regarde justement, tu parlais d'être un peu plus égoïste et de penser plus à soi avant d'aider les autres, d'abord s'aider soi-même. Et il faudrait qu'on regarde rien que notre intérêt, nous, au niveau santé, de ne pas consommer d'animaux, moi qui suis dans la nutrition, etc. C'est clair. Alors, c'est vrai que quand on voit les conditions dans lesquelles rien que les animaux finissent leur vie dans les abattoirs, rien que tout le stress qu'ils ont engorgé, on le sent dans l'adrénaline et qu'on mange, et ça peut même devenir une addiction à l'adrénaline qu'on consomme dans la viande. Donc aujourd'hui on se rend compte qu'on n'est pas bâti pour manger vraiment ça en très grande quantité. On peut le digérer, mais c'est vrai que rien quand on pense à nous, en fait on a tout intérêt, tout nous mène à finalement réduire notre consommation de produits animaux, c'est clair. ou voire envisager une transition et faire quelque chose de plus paisible pour chacun, pour tout le monde, pour notre corps comme pour le reste. Parce que finalement, quand on approche les animaux, on est évidemment en contact de la nature. Tu as aussi, j'imagine, cette dimension-là aussi d'approche écologique ou de contact, de contemplation avec la nature, comme tu parlais tout à l'heure, de s'immerger dans l'environnement. Dans un univers, Alors ça a beaucoup changé. Enfin, j'ai la chance d'avoir un chien, donc de beaucoup sortir aussi, puis ça m'aide à avoir un équilibre entre ciel et terre, si on peut dire ça, vu que je fais vraiment que à 100% de la communication animale, donc je suis beaucoup dans les états de conscience modifiés. Mais c'est clair que tout ça m'a aussi amené à avoir un respect pour la nature. Je regarde les plantes, les minéraux, je regarde tout avec un œil différent. Je sais que chaque conscience, pour moi, un arbre a aussi une conscience. On sent que ça génère quelque chose, on sent que ça vibre, comme j'aime dire, donc que ça résonne, que ça fait ricochet aussi en nous. Et il y a plein de choses encore à découvrir, je pense, avec les plantes. Dans la forêt aussi, on se sent tellement, mais même quelqu'un qui n'est pas du tout branché spiritualité, quand je vais avec des amis dans la forêt, on sent qu'il y a un relâchement qui se passe, qu'on est accueilli, on est bienvenu. Et ça peut déjà enlever certaines douleurs. Moi, ça m'est arrivé d'être rentrée dans une forêt avec un peu la tête prise, parce que bien sûr, des fois, on a comme une surcharge mentale, on a l'impression que ça va exploser. Du coup, ça peut créer des douleurs au dos, on se sent un peu prisonnier. Et quand on entre là-bas, après 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de marche dans la nature au milieu des arbres, il y a un certain relâchement qui se fait. Donc c'est très beau à conscientiser ça, à se rendre compte que c'est vraiment parce on touche à quelque chose. C'est comme si, j'ai l'impression un peu, on rentre à la maison. Quand on est avec les animaux, avec les plantes, avec une rivière, on sent qu'on a quelque chose en commun. Et on sent qu'on est dans un milieu où on se sent en sécurité, où on peut relâcher certaines tensions, et c'est comme un peu pris dans ce milieu-là. Puis c'est génial, c'est que notre ressenti est confirmé aussi par les dernières études scientifiques qui montrent que en fait, en forêt, on a le stress qui chute. Il y a de nombreuses études japonaises qui montrent ça, les bains de forêt, comment est-ce que ça fait chuter le stress, ça régule la tension artérielle, comment est-ce qu'au niveau de l'immunité, les phytoncides qui sont des composés que les arbres dégagent, ou comme les huiles essentielles aussi qu'ils dégagent, ça stimule aussi notre immunité, ça la renforce. Donc c'est vrai que au contact de la nature, en fait, on sait que ça nous fait du bien, rien que de voir des images de nature, on sait que déjà on s'apaise. Mais c'est vrai que tout montre aussi scientifiquement aujourd'hui c'est un environnement qui est idéal pour notre santé en tout cas. Ouais, c'est génial. C'est super que les scientifiques commencent à se pencher là-dessus et à voir qu'en fait tout est déjà là. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur, il y a déjà tout autour de nous, je veux dire. Toujours dans la communication animale, est-ce que tu fais avec uniquement les animaux domestiques ou aussi des animaux des fois plus à l'intuition en fonction de ce qui vient à toi, peut-être des rencontres en forêt ou autre? C'est aussi quelque chose qui se passe à ce moment-là ou... Oui, après je crois que c'est toujours une question de se faire confiance, donc évidemment que je me fais plus confiance quand c'est un animal domestique, quand il y a une demande écrite d'un client, que quand je suis moi toute seule en forêt, que je vois un renard et que j'essaye d'établir le contact, mais ça marche. C'est juste l'expérience que j'en ai fait, c'est que ça marche. J'ai fait des communications avec des oiseaux sauvages, avec des mouettes. Bon, là, j'ai fait pour une grenouille aussi. J'ai fait pour un lion, une lionne.
Mais je veux dire, oui, il y a tout qui coïncide. Et après, est-ce qu'on veut y croire ou non? C'est toujours ça, un peu la possibilité qu'on a. Mais c'est comme en fait, si la vie, elle était une guidance. Des fois, on veut tirer une carte, on veut aller voir un médium, on veut prendre rendez-vous chez un tarologue. Mais en fait, quand, par exemple, voilà, tout bêtement, on est en forêt, il y a une biche qui passe devant nous, et qu'on se concentre et qu'on fait le vide et qu'on se dit qu'est-ce que peut-être cet animal vient m'apporter, pourquoi est-ce qu'on s'est croisé dans la forêt, il y a tout de suite des choses qui commencent à se construire, à venir. Donc je pense que tout est guidance. Et pareil avec les animaux qu'on rencontre en pleine nature. Ouais. Et puis c'est vrai que souvent, dès qu'on croise un animal en pleine nature, on est en surprise de le trouver. Donc c'est comme si au niveau du ressenti, le temps s'arrête un instant et puis toutes les choses se figent. Ouais. Et puis, c'est des très beaux moments, ouais. Puis c'est une vision qu'on a déjà évoquée dans le podcast, avec notamment, je pense au podcast avec Laurent Touzeau, qui est cinéaste animalier, et où on parle aussi de la nature comme quelque chose de pleinement vivant. Et c'est ce que tu dis tout à l'heure, en fait, de voir la vie en fait en chaque chose, que ce soit dans le végétal, dans l'animal, dans le minéral, et puis de se rendre compte qu'en fait, tout ça est vivant et d'une certaine façon, et que tout ce qui est vivant est sacré. Oui. Et donc en fait, cette vision-là, elle permet à la fois de s'émerveiller de tout ce qui est autour de nous. Et en même temps, de respecter aussi tout ce qui est autour de nous, puisqu'on faire du mal à l'autre, à tout ce qui est vivant. Nous, si on est vivant, on se fait du mal à soi indirectement. Ça. Et donc, c'est vrai que c'est une vision que je trouve magnifique. Il y a une unité, quoi, dans la vie, c'est ça. Cette sensation d'unité. C'est très beau, en tout cas, c'est très beau à découvrir, c'est très beau à vivre. Et puis les méditations que moi j'aime faire, c'est vraiment ça, c'est quand on touche, comme tu dis, à quelque chose de sacré, où on voit qu'en fait tout est un, qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de barrière. Et ça, c'est vraiment très beau de voir qu'on a accès à tout. Ouais. Et donc du coup, pour revenir sur vraiment l'essence des messages que tu reçois des animaux, quels sont souvent les messages qu'ils ont à transmettre à leurs compagnons humains? Qu'est-ce qu'ils auraient envie de nous dire le plus souvent à nous? Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui vont dans le sens du lâcher-prise, parce que je crois que les humains, on a quand même ce mental toujours très important. Donc, ils nous aident à nous fier plus à nos ressentis, à notre intuition, à faire confiance aussi dans la vie, parce que la vie, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe, et pourtant, c'est à chaque fois parfait pour nous, dans notre cheminement, dans notre évolution, ce qui nous arrive au moment T. Donc c'est vraiment ça, à nous aider à nous faire confiance, à nous écouter, à suivre notre instinct et à lâcher tout le reste, à lâcher les comparaisons qu'on peut se faire avec les autres, à lâcher les films qu'on peut se faire dans notre tête sur le futur, en espérant, des fois on vit le présent en espérant que le futur va se passer de la manière dont on souhaite, alors que non, en fait, il nous aide à revenir au moment présent, à l'incarner pleinement avec tous nos sens, et à faire confiance à ce que la vie nous offre, ce qu'il y a de mieux pour nous, en écoutant et en suivant notre intuition. Donc chaque animal va le dire d'une manière différente en fonction de ce que son humain y vit, mais j'ai l'impression que le but final, c'est toujours ça, de nous ramener à ce qu'il y a de plus, à notre essence en fait, à ce qu'il y a de plus juste pour nous, être plus pur, en enlevant toutes les peurs, toutes les croyances, tout l'ego qui veut reprendre le dessus. Donc c'est un peu minimaliste, mais c'est là qu'il y a la vérité, quoi. En fait, souvent, j'imagine qu'on cherche quelque chose à l'extérieur et que l'animal nous ramène à nous ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on a envie de modifier. Et à pas se perdre. On se perd souvent dans un quotidien qui nous correspond plus. Et des fois, on peut partir tellement loin un peu de notre corps, de nos sens, de nos ressentis. Ça me fait un peu penser aussi à toutes les maladies qu'on a beaucoup aujourd'hui, les burn-out, les dépressions, où on vit même plus pour nous-mêmes, on vit pour on laisse place en fait tellement à notre ego, à notre mental, que des fois c'est assez fou. Enfin, moi, quand j'avais fait la communication avec Dolly, je me souviens que c'est comme si on m'avait mis pause dans ma vie, on m'avait forcé à cliquer sur le bouton pause et à observer. Puis tout d'un coup on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Mais est-ce que j'aime ce que je fais? Mais est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que mes amitiés, elles sont vraies? Ou est-ce que c'est faux? Et c'est un peu, je sais pas si tu connais Truman Show, c'est un peu une révélation. Et je trouve que les animaux, ils sont tellement directs dans leur approche. Ils n'ont pas de filtre comme nous. On a tellement de filtres. On peut être souvent un peu poker face. Eux, ils savent ce qu'il y a d'authentique, de juste. Et puis, ils nous renvoient ça au visage. Ça peut être fait plus ou moins violemment. Il y a des communications où c'est assez violent, où je sens qu'il faut avoir un timbre un peu autoritaire dans ma voix. Il y a des animaux qui peuvent en avoir marre un peu. Et qui peuvent avoir des messages un peu durs, mais des fois c'est les chocs. Moi je fais confiance, de toute façon j'essaye de pas interagir, de pas modifier l'essence de ce que je reçois et de le dire vraiment le plus sans filtre, de la manière le plus
brute possible. Et des fois, ça fait des chocs et je fais confiance à l'animal. Je me dis que lui, il connaît son humain et il sait de quelle manière il faut s'adresser à cette personne. Donc, j'essaye de prendre le ton que j'entends qui est juste. Tu retranscris vraiment entièrement comment comme moi, je le reçois, ouais. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est à chaque fois une expérience inédite, nouvelle, et je me laisse guider. Et donc, en fait, finalement, tu parlais tout à l'heure de l'instant présent. C'est vrai que les animaux, ils sont... du moins c'est l'image que j'en ai, ils ont l'air d'être nulle part ailleurs que dans le présent, puisqu'ils sont toujours soit dans le mouvement ou soit dans la pleine présence des ressentis ou autres, et du coup c'est une des choses aussi qui est une passerelle vers nous-mêmes, quoi. C'est comment est-ce qu'on se sent maintenant à cet instant T, nous, et peut-être que c'est la voie pour nous reconnecter à nous-mêmes et qui on est vraiment c'est ça. À l'instant présent. Ouais, je pense qu'on peut toujours faire un effort pour revenir à maintenant. Et pour moi, c'est devenu un peu une hygiène aussi de vie ou de pensée, quand je vois que je suis en train de partir au futur, que je suis en train de m'imaginer, mais demain, comment je vais préparer ma journée, puis après-demain, il y a encore ça, faut pas que j'oublie. J'ai comme une petite alarme qui se réveille en moi, où je me dis, oula, là, t'es plus dans ta présence, là, t'es en train d'anticiper le futur, t'es en train de faire des plans sur la comète, reviens maintenant. Puis ça, c'est toujours quelque chose qui aide, parce qu'on croit qu'on peut gérer plus que maintenant, mais non, c'est illusoire. La seule chose qu'on peut faire, c'est bien vivre ce moment, cet instant qui va jamais se reproduire une autre fois. Donc non, c'est vraiment beaucoup de sagesse d'être comme ça au contact des animaux, parce qu'ils sont tellement, on dirait que c'est plein de Bouddha vraiment à chaque fois. Il y a beaucoup de clients qui me disent, mais on dirait que mon chat, mon chien, mon lapin, c'est un Bouddha. Est-ce qu'ils sont tous extraordinaires ou c'est juste le mien? Ça me fait rire parce que oui, on s'en rend pas compte, mais oui, ils ont accès à une connaissance un peu plus facilement que nous, j'ai l'impression, parce qu'ils sont tellement authentiques et purs dans ce qu'ils vivent que ils se font pas des schémas comme nous, ils se mettent pas de filtre. Donc c'est assez fou de recevoir tout ça. Ça fait penser un peu à ce que certaines personnes pensent. On souvent dit quelque chose d'animal, c'est connoté comme négatif, et c'est vrai qu'on voit souvent du négatif en l'animal, c'est-à-dire c'est son instinct primaire, c'est son... Voilà, il y a pas de... Il contrôle pas, Et là, du coup, on change de vision, on essaie de se placer de l'autre côté, de se dire, en fait, ma vision, c'est peut-être pas vraiment... c'est peut-être différent dans la réalité. Et justement, de réussir à s'inspirer de ce qui nous entoure pour finalement nous rendre plus heureux, quoi. Et puis souvent, quand on est très lié à un animal... je pense qu'il y a une balance aussi qui se fait avec notre animal, et des fois, quand il peut avoir des problèmes de comportement... qui peut tout d'un coup changer du jour au lendemain, grâce à la communication animale, grâce à des choses un peu plus basées dans le ressenti, on se rend compte qu'il peut faire écho comme miroir à quelque chose en nous qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est très intéressant. Alors je dis toujours à mes clients, évidemment, d'aller voir un comportementaliste, d'aller voir un vétérinaire. La communication animale, elle ne peut pas remplacer tout ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand des personnes, ils ont par exemple tout d'un coup un chien qui est devenu agressif, un chat qui a changé de comportement, après avoir vu un comportementaliste, après avoir vu un vétérinaire, quand ils demandent une communication animale en disant voilà, mon chien, il a ça comme problème, ça va pas, moi je veux changer ça. Alors moi, quand j'entre en méditation, tout de suite, j'enlève tous les préjugés qu'on a sur ces animaux. Je fais un peu table rase pour juste laisser place à cette présence supérieure, à l'âme, ou étincelle, ou guide. Et là, il y a des données qui viennent qui peuvent être beaucoup plus profondes et intéressantes. J'en sais rien, par exemple, votre chat ou votre chien devient agressif parce que vous êtes en train de vous faire marcher dessus dans au milieu professionnel ou dans votre cercle familial. Vous êtes en train de vous faire marcher dessus, donc il le fait encore plus jusqu'à vous mordre, jusqu'à vous faire mal, pour voir jusqu'où il faut aller pour que vous vous réveillez et que vous dites non, je reprends ma place, je reprends mon autorité dans ma vie. Enfin, ça a des dimensions beaucoup plus grandes que ce qu'on peut croire. Et ça, des fois, ça fait de la peine parce qu'il y a des animaux, ils sont mal compris, ils passent de famille en famille, ils sont abandonnés. Alors que dans certains cas, ils faisaient simplement que de refléter ce qui ne va pas dans la personne. C'est un peu des révélateurs aussi. Un peu comme nous, quand on est en présence d'une autre personne en face de nous qui est très tendue, on sent la tension à l'intérieur de nous aussi. Ouais. J'imagine que l'animal, c'est pareil, comme tu disais, ça fait écho aussi à comment on est, donc ça peut aussi être un autre miroir à l'extérieur de nous pour... Puis ils l'expriment comme ils peuvent. Ils l'expriment juste comme ils peuvent. Mais nous, avec tout notre conformisme, avec notre éducation, on se dit non, je suis pas d'accord, je peux pas avoir un chien qui réagisse de cette manière, qui a ce comportement, du coup ça va pas, ok, alors
tu peux plus être dans ma famille, je le rends un refuge ou je l'abandonne. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a toujours des choses à travailler, des choses sur lesquelles on peut prendre conscience. C'est déjà aussi les gens qui ont des chiens ou n'importe quel animal, ou aussi je pense aux chevaux. Très souvent, nous, dans l'état dans lequel on arrive vers notre cheval, le cheval, il va tout de suite un peu générer quelque chose, avoir un comportement différent en fonction de nous. Si on vient tendu vers le cheval, il va aussi être tendu, nerveux, stressé, alors que si on est apaisé, il va aussi être apaisé. On peut très vite, très facilement voir, sans faire de la communication animale, si on a un peu d'empathie et de ressenti pour les animaux, on voit que nous, ce qu'on génère, ils vont aussi nous le générer. Donc, il y a un échange, je pense. C'est vrai que c'est une vraie thérapie en soi aussi, je crois, oui. avec les animaux, avec les chevaux notamment. Ça, c'est génial. Il y a de plus en plus de thérapies avec les animaux qui existent, où on réalise qu'ils ont accès à quelque chose que nous, on a peut-être perdu dans certains cas. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi du ressentiment vers les humains, les animaux, de se dire ils prennent pas assez bien soin de nous, ils fonctionnent, enfin c'est pas beau ce qu'ils font envers nous. Il n'y a pas aussi ce côté-là qui est chez eux, enfin qui revient de temps en temps? C'est rare que des animaux, en tout cas de l'expérience que j'ai fait, mais c'est rare qu'il y ait de la rancœur, des côtés un peu comme ça où les animaux ils en veulent aux humains. En fait, tu t'adresses à la partie de l'animal qui est la plus... Un peu la plus haute, si on peut dire ça, oui. Donc, il n'y a pas vraiment de jugement ou de choses négatives. Par contre, j'ai eu des animaux qui m'ont dit qu'ils avaient de la chance d'être bien traités et qui se rendaient compte. Ils avaient comme du recul pour savoir que tous les autres animaux n'étaient pas aussi bien traités qu'eux. Donc, ça c'est arrivé, oui. Est-ce qu'ils ne nous invitent pas des fois à fonctionner différemment? Oui, ça c'est clair. C'est vraiment... ils nous essayent d'être au plus proche de ce qu'on ressent sans essayer de suranalyser, de mentaliser, pardon. Donc ça, c'est clair qu'il nous pousse à toujours être un peu plus proche de notre essence profonde, de vraiment est-ce qu'on mérite, parce que souvent, j'ai l'impression, on a une vision ou un rêve, et moi je suis passée par là aussi, où je me disais ça doit être merveilleux de vivre de la communication animale, d'être toujours dans cette atmosphère dans laquelle j'ai l'impression que je me sens à ma place. Mais après, il y a le mental qui vient et qui dit non, mais c'est un rêve, la vie, elle est pas belle, la vie, il faut quand même galérer pour y arriver, c'est pas si facile, tu crois quoi, tu te prends pour qui? Et en fait, les animaux, ils nous poussent à dire, à accéder à cet état. Si on a un rêve, si on a une envie qui grandit en nous, qui est là tous les jours quand on se réveille, c'est pas pour rien, ça vient peut-être de plus haut. Qu'est-ce qui nous pousse, j'ai l'impression, qu'est-ce qui nous pousse à être aussi négatif, pessimiste, à se dire non, mais c'est cool, t'as de la chance, toi tu vis tes rêves, mais bon, moi je suis dans la vraie vie, quoi, c'est dur, je dois galérer. Et ça, c'était un peu difficile pour moi au début, quand j'ai vu que j'avais accès à ce rêve qui m'anime et que je l'ai rendu réel. Quand je me tourne et que je vois des amis qui sont toujours dans des milieux qui leur conviennent pas, de me dire mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas croire aussi en eux comme moi j'ai réussi à le faire. Enfin, quand je dis réussi, vraiment je le dis de manière humble, parce que ça veut pas dire, il y a des jours où on se trompe complètement, mais je trouve qu'on a perdu un peu cette notion d'ouverture et qu'on a accès au bonheur. Ça peut être maintenant, c'est pas forcément quelque chose de loin, de inaccessible. Et peut-être que le bonheur, c'est peut-être uniquement dans le maintenant, et si on le cherche ailleurs, on le trouvera pas en fait. Il y a des gens qui passent leur vie à se dire ah mais non, je suis toujours pas heureux. Bon peut-être que si je fais ça, je serai heureux. Et en fait, c'est tout simplement un état d'être, mais c'est à portée de tous. C'est pas plus facile pour quelqu'un que pour une autre personne. Je veux dire, c'est juste, est-ce que t'es prêt à le devenir, et ensuite quand tu l'accueilles, est-ce que c'est ok pour toi, ou est-ce que tu te culpabilises de ah mince, je suis heureux, j'aurais pas le droit parce que c'est pas si facile. Enfin, ouais, ça touche à beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment large. En fait, le chemin que tu as entrepris, il amène à plein de prises de conscience diverses qui sont pas forcément liées directement aux animaux, mais tout a une forme de sagesse universelle. Exactement. C'est comme ça que, après, je trouve que tout est guidance, quoi. Les animaux, ils peuvent être guidance, mais aussi tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, on peut... Quand on écoute notre voix intérieure, notre intuition, on peut un peu tout comprendre. Pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on est en train de vivre actuellement? Donc c'est un énorme une révélation. On change de prisme de réalité, quand on passe du mental analytique, je dois faire ci, je dois faire ça, etc., à quelque chose de plus, comme tu dis, dans l'instant, et de beaucoup plus ressenti. Puis une unité, quoi. On voit que c'est comme un énorme pulse, en fait, notre vie. Et que tout a sa place, tout est juste. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir ça d'une autre manière. Et puis j'aime bien la notion du puzzle aussi pour disons,
notre regard sur la vie, sur les choses, c'est aussi un puzzle de pièce après pièce, ramener des nouveaux éléments, et puis si ça nous convient, quand on expérimente quelque chose qui nous va, par exemple en termes de la santé ou une pratique, quelle qu'elle soit, quand on expérimente, on fait je valide, ça me plaît, je garde, ça ne me plaît pas, je vais essayer autre chose, et en fait on expérimente aussi au fur et à mesure, et ça on a beaucoup de peur. On a beaucoup de peur. Et moi, la première, j'avais le message, quand j'étais en paix, en méditation, j'avais les messages, et aussi de mes animaux, que je pouvais lâcher mon métier, que financièrement, ça allait être OK, que c'était bon. On veut toujours des validations. C'est incroyable. Maintenant, ça me fait rire, parce que je passais des journées où je voulais j'avais vraiment l'impression de devenir folle. Et j'étais là, mais je sens que je peux y aller, que c'est OK, que ça va aller. Mais en même temps, c'est pas du tout OK, parce que c'est peut-être idéaliste, utopique, je pourrais pas vivre de ça, et il y a tellement de gens qui sont déjà dans ce milieu, moi je suis assez nouvelle quand même, alors pourquoi ça marcherait pour moi si ça marche pas pour des autres qui sont allés faire des formations incroyables aux États-Unis, aux 4 coins du monde. Et quand on se tait et qu'on écoute, c'est là que... Mais on a peur, on a tellement besoin de filets, de sécurité avant de se lancer. Mais je suis super contente d'avoir traversé ça, parce que maintenant je peux encore plus renforcer ce message autour de moi de quand on écoute cette guidance, la vie elle nous laisse pas tomber à la base, elle est de notre côté, elle est pas contre nous. Donc faut juste changer son regard parfois. Changer son regard, et puis mettre ses yeux plutôt au niveau du cœur, de cette conscience intérieure, et on voit que ça peut être agréable en fait, qu'on n'est pas censé être toujours en galère, toujours fâché contre nous, toujours à se dire mince, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, faut que je me change. C'est vraiment une voie qui est possible, tout ça, quoi. C'est génial. Et pour revenir sur la communication toujours, j'imagine des personnes qui aimeraient entrer plus en communication profonde avec leur animal, essayer de mieux le comprendre, et puis de faire un chemin, de faire un pas vers son animal. Comment est-ce qu'ils peuvent commencer à, disons, être plus en présence de leur animal et justement expérimenter la communication? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à des personnes qui ont envie de se lancer un petit peu là-dedans pour débuter? Je dirais vraiment d'y aller au ressenti, évidemment, et les ressentis de chacun sont différents, et un peu de casser d'effacer, de supprimer toutes les croyances qu'on a, tout ce qu'on pense savoir, et vraiment repartir un peu à zéro pour voir qu'est-ce qui vient. Là, si je pars du principe que je sais rien dans les ressentis, dans la communication animale, et que je reviens un peu à la base, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, je sais pas, ça peut être par exemple caresser tout bête, mais caresser son animal vraiment en faisant rien d'autre que caresser son animal. Ça veut dire pas le caresser en étant en train de penser à demain je dois organiser ça, tac, tac, tac. Non, mais juste revenir à cet état de présence, mais le partager avec son animal. Là déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. On voit qu'il va réagir, que son corps va réagir, qu'on commence énergétiquement à le sentir, à voir qu'il est plus que juste ce qu'on voit avec les yeux. Donc je dirais revenir à l'instant présent, le partager avec son animal, aussi en promenade. On peut promener par exemple son chien aussi en étant en train de se dire ok, alors là je le promène, j'ai à peu près tant de temps, après je rentre, il faut que je fasse ça, tac tac tac. Ou se promener avec son chien, et ça veut dire je le regarde, je vis ce moment, je regarde moi, qu'est-ce que je ressens quand je suis là dans la forêt, dans la nature. Donc revenir vraiment à cet instant présent. Et ensuite moi c'est vraiment la méditation qui est l'outil, un peu le moyen qui m'a beaucoup aidé à construire ce silence et cette écoute intérieure. Donc si les gens ils aiment méditer, c'est clair que méditer avec un animal, c'est vraiment une super expérience. Comment ça peut se configurer justement, méditer avec son animal? Comment est-ce que tu fais? Alors, si jamais j'ai fait une méditation guidée sur mon SoundCloud, je mettrai le lien dans la description. Que je propose à mes clients pour les soins énergétiques, parce que je trouve que c'est très beau de vivre un soin énergétique avec son animal. Mais donc, c'est un peu... Chacun fait sa méthode et sa manière, mais voilà, moi je me connecte à moi toujours, je fais ce silence intérieur, j'écoute mes ressentis, ce qui vient, donc en fermant les yeux, en étant dans un espace calme, serein. Et ensuite, on peut tout simplement commencer quand on est prêt, quand on est calme, quand il n'y a plus le mental qui vient. Enfin, il est toujours là, le mental. Ça ne veut pas dire qu'on l'entend plus, mais ça veut dire qu'on décide de ne pas lui donner autant d'attention que l'attention qu'on veut porter à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on atteint un état où on n'a plus aucune pensée. Elles sont là, mais je décide de détourner mon attention et de le porter plutôt vers cette paix intérieure qui commence à prendre de plus en plus de place.
Et là, on peut tout simplement commencer à visualiser son animal et regarder ce qui vient sans juger. On peut le voir couché, on peut le voir assis, on peut le voir courir vers nous, super content de nous voir. Et à partir de là, vraiment, on lâche prise, puis on laisse ce qui doit se faire. Et petit à petit, on peut vivre un peu des expériences avec son animal. Il y a des messages qui peuvent venir, il y a des ressentis qui peuvent venir. Et essayer de vraiment rien intellectualiser, rien mentaliser. Et laisser venir les choses comme elles doivent se passer, quoi. Ça fait un nettoyage de toutes les croyances, les peurs. Et repartir un peu à zéro depuis ce silence. D'accord, en fait, c'est vraiment recréer dès maintenant, en fait, une nouvelle relation avec son animal, c'est ça, de le voir complètement différemment et de peut-être voir plus de vivant, de le voir comme un être peut-être entier, pleinement, comme si c'était nous derrière ce corps d'animal, et puis de justement connecter à cette... à ce qui vient un peu au-delà du physique, quoi. Et puis souvent, il y a tout de suite des émotions qui viennent. Moi aussi, souvent, au début des communications animales que je fais pour mes clients, des fois, je me connecte à un animal quand je suis justement dans cet état de conscience modifié, et il y a tout de suite des émotions, des larmes qui viennent. On voit que c'est tellement fort, les liens qu'on a avec eux. Mais des fois, on passe à côté parce que on est pris par la vie, par ce qu'on croit être la réalité. Et puis, on se rend compte après, dès que l'animal décède ou ce genre de choses. C'est ça, oui. Ça prend une autre... en fait, on en prend conscience souvent peut-être trop tard de ce lien-là qui était fort, mais qu'on a... que quand il est plus là, on sent qu'il est plus là, mais peut-être qu'on n'a peut-être pas pris la pleine mesure de le conscientiser avant, Donc du coup, il y a aussi cette dimension-là, disons, plus subtile, évidemment, dans ce que tu fais. Comment est-ce que tu appréhendes tout ça aussi ? Est-ce que ça a été... tu t'es ouvert tout de suite à ces choses-là, ou est-ce que ça se fait progressivement, l'ouverture d'esprit ? Tu parlais tout à l'heure du premier retour de communication animale qui t'avait marqué. Il y a eu aussi un chemin dans ce sens-là ? Oui. Alors, ça peut paraître ridicule de dire ça, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent faire de la communication animale, qui veulent y arriver. Mais moi, les premières validations que j'ai reçues de mes clients, j'étais pas d'accord, je voulais pas y croire. Je me disais non, là, c'est pas possible. Autant je voulais que ça marche, et autant quand ça marchait, j'avais comme une partie de moi qui faisait un refus. Quand, par exemple, je sais pas, je me souviens d'une communication aussi avec un chat qui allait partir. Et la dame, elle m'avait dit le nom... qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? Elle m'avait dit le nom d'un chat qu'elle avait eu dans sa vie. Et bref, donc j'entre en méditation, en communication avec cet animal. Et ensuite, je dis le nom de l'autre chat, sans savoir qui c'est ce chat. C'est juste que la dame m'avait demandé de mentionner son nom. Et tout d'un coup, tout naturellement, je vois un chat roux qui vient. Il a l'air d'être défunt. Il a l'air de vouloir aider l'animal vivant à passer de l'autre côté. Et ensuite, donc, je restitue tout ça à ma cliente, qui me dit qu'effectivement ce chat est défunt, qu'effectivement il est roux, qu'effectivement elle pensait qu'il allait venir là pour aider son chat à passer de l'autre côté. Et en fait, toutes ces choses, et à chaque fois que j'ai eu des validations de cette manière, c'est comme si je faisais un gros rejet, un refus. Je sais que ma cliente ou mon client est content, mais nous, on a de la peine à y croire. S'autoriser à aller au-delà de ce qui semble... Ça. Donc ça peut paraître bête à entendre, mais ça a pris beaucoup de temps pour moi de croire que oui, je suis capable de faire ça, et on est tous capables de faire ça, on peut tous avoir ces ressentis. C'est un peu comme quand on pense, tout d'un coup on pense à une personne, puis après on voit que cette personne elle nous appelle. Ben oui, on a ces intuitions tous les jours, mais on les conscientise pas, ou on se dit c'est un heureux hasard, alors que non, on est toujours au contact de ce monde subtil. Il faut juste le nourrir ce lien qu'on a avec ses intuitions, et puis elles vont grandir petit à petit. Et ça peut paraître magique d'un point de vue totalement, quand on est terre à terre, on se dit mais c'est de la magie. Mais non, en fait, on a tout ça en nous. C'est une volonté de renforcer ce lien, ou non, c'est tout. Concernant ce lien à l'invisible, on parlait un peu tout à l'heure des animaux défunts. Quel est ton regard justement sur la mort et sur cette chose qui nous fait peur à nous humains ? Quel est ton regard là-dessus ? Ça a vraiment beaucoup changé, de réaliser qu'il y a, pour moi en tout cas, de mon expérience, encore une fois, il n'y a pas de fin. C'est juste une continuation, une constante évolution. Et les animaux qui sont partis, c'est très émouvant, parce que quand, par exemple, il y a souvent, surtout les communications les plus émouvantes pour moi, c'est les animaux défunts qui étaient dans une grande famille. Et à la fin de la communication, l'animal, il me donne un message pour chacun.
Et c'est incroyable de savoir à quel point il peut dire pour chaque membre de la famille « Ah, super que tu aies déménagé. C'est génial que tu sois allé un peu plus près de la nature et de la campagne, ça te correspond bien. » Ou « Ah, ben tu viens de te séparer, mais bravo, tu vas voir. Moi, je vois plus loin. C'est pour que tu sois plus aligné à toi-même. C'est bien que tu te sois séparé de cette personne. Ah, bravo pour toi d'avoir agrandi ta famille. Tu as des enfants maintenant, c'est génial, ils te ressemblent. » Et tout ça, en fait, au début, c'était un choc. Puis maintenant, je me dis, c'est juste merveilleux. Il continue à veiller sur nous. Le lien d'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est la plus haute vibration, en fait. Et rien ne peut casser ça. Même la mort. Il n'y a rien qui a de pouvoir là-dessus. Un lien d'amour avec un autre être, il dépasse tout. Ça fait penser à un podcast qu'on a enregistré avec Paul Fournier qui a vécu une expérience de mort imminente. Mort imminente, je l'ai écouté, ouais. Et du coup, voilà, c'est cette notion, donc en fait, cette notion cyclique de la vie et qu'il n'y a pas nécessairement de fin. Une en tout cas, coupure, mais c'est une évolution, ouais. Voilà, Puis c'est là qu'on réalise que nous, on a apporté aux animaux durant leur vie, on leur a apporté ce qui était juste et ce qu'il fallait pour qu'ils continuent d'évoluer. Et eux, durant leur vie terrestre, ils nous ont aussi apporté, chacun, et encore de nouveau cette notion de pulse, on s'apporte ce qu'il faut les uns aux autres pour notre propre évolution, quoi. En fait, on a tous du moins cette possibilité-là de voir les choses comme tout ce qui nous nourrit peut nous faire grandir intérieurement, même si c'est difficile, on peut toujours grandir des événements qui nous arrivent et de notre entourage, etc. C'est ça. Pour aller vers notre propre évolution intérieure, finalement. Tout à fait. C'est top. On arrive vers la fin de ce podcast. Oui. Je vais te poser la dernière question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Waouh, il y aurait tellement à dire. Vas-y. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très basique, il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, en ses envies, parce que c'est pas, si vous avez une envie ou un rêve, c'est pas arrivé chez vous, dans votre tête ou dans votre cœur par hasard, c'est parce qu'il y a quelque chose à creuser, donc ayez pas peur d'expérimenter, de découvrir, d'aller là où vous sentez que vous êtes appelé. Et mettez un peu sur pause votre côté logique, mental, et puis activez un peu plus votre cœur, parce que je pense qu'on a tous encore beaucoup de choses à découvrir sur nous-mêmes et sur ce qu'on est capable de faire. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à toi, merci beaucoup. Merci, et puis j'invite tous ceux qui nous écoutent à si vous le souhaitez, soutenir le podcast. Vous pouvez faire un don notamment sur Tipeee, et l'argent collecté sert à planter des arbres fruitiers dans un projet de forêt comestible, pour créer des lieux sanctuaires justement pour le vivant, des lieux d'abondance où la nature donne et on fait avec elle pour avoir plein de choses, etc. Et puis c'est en même temps des lieux qui seront dédiés à des sanctuaires pour le vivant et pour les animaux. Donc voilà, si vous voulez soutenir, il y a un lien Tipeee que vous pouvez trouver sur le site www.benjamin.lotin.fr, et vous trouverez sinon tous les liens dans la description, et également les liens vers l'activité et les réseaux sociaux de Laurie. Donc voilà, merci Laurie. Merci beaucoup, et merci à bientôt. À toi. Merci, au revoir.